Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui portera sur comment trouver et utiliser des informations de santé fondées sur des données probantes. Il s'agit ici d'une présentation qui est destinée aux citoyens, aux membres du grand public. Mon nom est François-Pierre Gauvin, je suis associé de recherche au sein du McMaster Health Forum qui est basé à l'Université McMaster en Ontario. Donc, ce webinaire est préparé, comme je le disais, par l'équipe du McMaster Health Forum. Le McMaster Health Forum, en fait, est une organisation dédiée au partage de connaissances et également joue le rôle, en quelque sorte, de pivot mondial qui vise à améliorer les résultats de santé grâce à la résolution collective de problèmes. Notre objectif au McMaster Health Forum est en quelque sorte de jouer le pont entre le monde de la recherche et le monde des politiques publiques, tant dans le domaine de la santé que des systèmes de santé que des systèmes sociaux. Le webinaire aujourd'hui est soutenu également par l'unité de soutien SRAP de l'Ontario. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec le monde de la recherche au Canada, depuis quelques années, nous avons au Canada ce qu'on appelle une stratégie de recherche qui est axée sur le patient. On a développé une stratégie afin de s'assurer que la recherche qui est réalisée dans le domaine de la santé est vraiment axée sur les besoins, les préférences, les valeurs des patients. Une stratégie également qui vise à impliquer davantage les patients et les membres du grand public dans les projets de recherche. Et donc, dans le cadre de cette stratégie-là, on a également mis sur pied différentes unités de soutien dans différentes provinces à l'échelle du pays, dont l'une en Ontario. Celle de l'Ontario est financée à la fois par les Instituts de recherche en santé du Canada et le gouvernement de l'Ontario et vise vraiment à soutenir les chercheurs en Ontario qui font de la recherche en santé et qui veulent faire de la recherche axée sur le patient, mais aussi à mieux outiller les patients et les membres du grand public afin de prendre part à ces recherches. Donc, dans le cadre du webinaire aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de faire un petit survol des objectifs du webinaire, mais également de discuter brièvement de la pertinence du webinaire. Donc, en quoi trouver et utiliser des informations de santé de qualité, en quoi est-ce utile pour les membres du grand public. Je vais également discuter des défis qui sont rencontrés par les professionnels du secteur de la santé, qu'ils soient chercheurs, cliniciens, acteurs de santé publique ou même décideurs dans le système de santé, qui font face à bien des défis quand eux aussi cherchent de l'information de santé qui est de qualité. Je vais ensuite discuter des défis qui sont davantage spécifiques au grand public, que l'on parle des citoyens, des patients, des membres de leur famille, de leurs proches aidants, qui ont bien des difficultés lorsqu'ils cherchent de l'information de santé de qualité. Je ne vais pas seulement parler de défis, je vais également parler de solutions possibles pour surmonter ces défis. Donc, vraiment, prendre quelques exemples de ressources que nous avons pu développer en Ontario et avec l'Université McMaster pour aider les membres du grand public à accéder à de l'information de santé de qualité. J'aurai également l'opportunité d'avoir une petite période de questions et de discussion. Je vous invite à ce moment-là à utiliser la boîte de clavardage qui se trouve au bas de l'écran à droite. Et enfin, il y aura l'opportunité d'offrir vos commentaires par rapport au webinaire. Donc, nous aurons l'occasion, une fois que le webinaire sera terminé, on vous enverra un courriel avec un lien vers un questionnaire qui vous permettra d'offrir vos commentaires afin d'améliorer le webinaire et d'autres opportunités que nous pouvons avoir pour donner de l'information et des formations au grand public. Donc, en ce qui a trait aux objectifs du webinaire, tout d'abord, l'objectif principal, c'est d'aider les membres du grand public à trouver et à utiliser des informations de santé qui sont fondées sur les meilleures données probantes disponibles. Donc, on veut que les gens puissent trouver de l'information de santé qui est digne de confiance et qui est vraiment appuyée par les meilleures recherches scientifiques. On va également donner des exemples de comment surmonter les défis qui sont rencontrés par tous ceux et celles qui cherchent à accéder de l'information de santé qui est fiable. Et on va essayer de vous outiller afin d'utiliser ces informations-là qui sont fondées sur des données probantes de qualité. On veut vous aider à utiliser ces informations dans la vie de tous les jours, que ce soit pour gérer des problèmes de santé que vous pouvez rencontrer ou encore si vous êtes intéressé à rester en santé, actif, engagé le plus longtemps possible dans votre vie et vous cherchez de l'information de santé, eh bien, l'information qu'on va vous présenter devrait vous aider à
dans cet objectif. Mais aussi, si vous êtes un citoyen engagé, vous vous intéressez aux enjeux qui touchent au système de santé, eh bien, on va essayer de vous outiller avec ces informations-là à comprendre les enjeux du système de santé et même à promouvoir des changements dans le système de santé. La pertinence du webinaire pour les citoyens maintenant, eh bien évidemment, tous les citoyens, tous les membres du public ont bien souvent des questions qui sont liées à la santé. Ça peut être pour notre propre santé, ça pourrait être pour des enjeux qui touchent la santé de notre communauté, la santé de nos proches, ou même des questions qui touchent à l'organisation des services de santé, au système de santé de façon plus générale. Lorsque les gens cherchent des réponses à ces questions, ils peuvent souvent choisir parmi une variété de sources d'informations. Et évidemment, ces sources d'informations-là se sont multipliées avec l'Internet. Donc, vous pouvez trouver des centaines, voire des milliers, des millions de ressources et de sources d'informations en ligne. Le grand défi, par contre, c'est de trouver des informations de santé qui sont fiables, qui sont dignes de confiance. Et ça, c'est un défi pour tout le monde, hein, pas seulement pour les membres du grand public, c'est également un défi pour des professionnels de la santé qui sont hautement qualifiés, hein, qui sont formés dans le domaine de la santé. Si on regarde plus spécifiquement les grands défis qui sont rencontrés par les professionnels de la santé, comme je le mentionnais, trouver et utiliser des informations fondées sur des données probantes de grande qualité, c'est quelque chose de très important sur une base quotidienne pour les professionnels de la santé, qu'ils soient des cliniciens, qu'ils soient des décideurs dans le système de santé, et ainsi de suite. Cependant, il y a tellement d'informations qui sont disponibles qu'il est difficile pour eux de se maintenir à jour. Si je prends l'exemple du diabète, un professionnel de la santé qui s'intéresse à avoir accès aux études qui sont publiées sur le diabète va sûrement se tourner vers une ressource comme PubMed, qui est une base de données scientifiques de toutes les études publiées dans le domaine de la santé. S'il se tourne vers PubMed, s'il fait une recherche avec le mot diabète, eh bien, juste pour l'année 2017, cette personne-là va trouver plus de 43 000 résultats. Ça signifie que un professionnel devrait lire 118 articles tous les jours afin d'être au fait de tout ce qui est publié à chaque année sur le diabète. Donc, c'est une tâche vraiment insurmontable. Un défi supplémentaire, c'est que si ce professionnel-là essaie de lire 118 articles par jour, eh bien, ces articles-là ne sont pas tous pertinents. Ils ne vont pas également être nécessairement d'une grande qualité. Donc, en raison de la trop grande quantité d'informations disponibles et de l'incertitude quant à la qualité de ces informations-là, les professionnels vont avoir tendance à se tourner vers des guichets uniques d'informations, c'est-à-dire des bases de données ou des sites web qui regroupent des informations qui sont fondées sur les meilleures données probantes disponibles. Des guichets uniques, ça, il y en a quand même pas mal qui ont été développés pour aider les professionnels de la santé à trouver rapidement des données probantes. Ces guichets uniques-là vont faciliter leur travail de sorte qu'ils vont pouvoir vraiment se concentrer uniquement sur les recherches les plus pertinentes et de grande qualité. Donc, si vous êtes un clinicien, hein, vous vous intéressez à des enjeux cliniques, par exemple, vous êtes un médecin, vous êtes une infirmière, l'un de ces guichets uniques-là, c'est Access. Un autre guichet unique pour les professionnels de la santé publique, c'est Health Evidence. Donc, si vous vous intéressez à des enjeux là, qui touchent à la santé des populations, à la santé des communautés, alors vous allez vous tourner vers Health Evidence. Mais par contre, si vous êtes un décideur dans le système de la santé, dans une agence de la santé, vous vous intéressez à des enjeux qui touchent à la gouvernance, au financement du système de santé, à la prestation de services, un autre guichet unique qui existe, c'est Health System Evidence. Et bien, ces trois guichets uniques-là, que je donne comme exemple, ont été développés par des équipes de l'Université McMaster et qui sont vraiment mises à jour sur une base quotidienne. Bien que ces guichets uniques-là soient accessibles et gratuits, même pour le grand public, ils n'ont pas nécessairement été conçus pour les citoyens, pour les patients et tout ça. Donc, ils sont souvent dans des formats qui ne sont pas nécessairement accessibles et utilisent souvent un langage plus technique, plus complexe. Ben, quelles sont en fait les ressources pour les citoyens maintenant? Ben, évidemment,
Si on est un citoyen, on a de grandes questions de santé, sur notre propre santé, sur la santé de nos proches, des questions qui touchent au système de santé, vers où on se retourne exactement. De plus en plus, la réponse, c'est on se tourne vers Dr Google. Donc, on va se tourner vers un moteur de recherche comme Google pour effectuer nos recherches en utilisant des termes comme diabète et ainsi de suite. Le problème avec ces moteurs de recherche-là, c'est qu'évidemment, ils vont nous donner beaucoup trop d'informations. Donc, si on fait une recherche, je l'ai fait hier justement sur Google, si on fait une recherche avec le mot diabète, dans Google, ben, on va vous donner tout près de 97 millions de résultats. Évidemment, on ne fera pas l'ensemble on ne va pas lire tous ces résultats-là, on va s'en tenir peut-être aux premières pages, mais encore là, même juste en regardant les premières pages, ça peut devenir difficile de déterminer la qualité de cette information-là qu'on trouve. Donc, un peu comme les professionnels, les citoyens aussi sont confrontés au même genre de défi, c'est-à-dire de gérer une quantité incroyable d'informations disponibles, de ne pas trop nécessairement savoir également quelle est la qualité de cette information-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, il y a des outils également, des guichets uniques d'information qui ont été développés spécifiquement pour le grand public. Donc, l'un des exemples que je vais présenter aujourd'hui, c'est le portail sur le vieillissement optimal de McMaster, un portail qui a été développé il y a environ 5 ans, mais qui est maintenant accessible en français également depuis un peu plus d'1 an. Et c'est un portail qui vise à aider les citoyens à accéder rapidement aux meilleures informations de santé disponibles en lien avec le vieillissement. Donc, que ce soit pour gérer vos propres problèmes de santé, si vous avez des questions parce que vous êtes un proche aidant et un membre de votre famille a des problèmes de santé, vous voulez l'aider, le soutenir dans tout ça, ou si même vous simplement vous posez des questions afin de rester actif, en santé, engagé le plus longtemps possible, bien, vous pouvez vous tourner vers un guichet unique d'information comme ce portail pour obtenir de l'information de santé qui est digne de confiance. Ce qui est intéressant avec le portail sur le vieillissement optimal de McMaster qu'on a développé, c'est que c'est un portail qui va vraiment s'appuyer sur d'autres guichets uniques qui ont été développés à l'origine pour des professionnels de la santé. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y avait des bases de données qui s'adressaient à des cliniciens, à des acteurs de santé publique, à des décideurs du système de santé. Et donc, on a intégré ces bases de données-là qui étaient à l'origine destinées à des professionnels et on a développé à partir de ces bases de données-là des contenus d'information qui sont vraiment accessibles au grand public, que ce soit à la fois dans le format, mais aussi dans le langage qui est utilisé. Donc, on essaie de rendre le plus accessible possible ces informations-là au grand public. Donc, voici un peu, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil au portail sur le vieillissement optimal, voici la principale page que vous allez trouver qui vous donne un aperçu de ce guichet unique d'information de santé. Donc, si vous avez des questions qui varient du cancer au transport actif, à la santé des hommes et des femmes, à l'arthrite, à l'emploi, à la santé mentale, il ne s'agit là que de quelques-uns des sujets qui sont couverts par ce guichet unique d'information-là. Mais revenons maintenant à certains des défis qui sont rencontrés par les citoyens lorsqu'ils sont à la recherche d'informations de santé. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui est peu crédible sur Internet. Malheureusement, on va trouver une multitude de sites Internet qui offrent de l'information de santé. Dans certains cas, ils vont propager certains mythes, ils vont propager des idées fausses. Dans certains cas, il peut y avoir des sites Internet qui diffusent l'information, mais l'information a été développée par des compagnies qui ont peut-être des intérêts pécuniaires, financiers, afin de promouvoir certains traitements, certaines approches. Donc, c'est difficile de déterminer est-ce que l'information que je trouve est crédible? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Le deuxième défi, c'est qu'il y a peu de ressources très utiles, des outils qui vont aider les citoyens, les membres du grand public à prendre des décisions spécifiques.
Donc, on va trouver de l'information, mais pas nécessairement des outils vraiment très pratiques pour les aider à prendre des décisions. Un troisième défi qu'on rencontre parfois lorsqu'on est un membre du grand public, c'est qu'il n'est pas toujours clair comment on doit agir en fonction des informations qu'on trouve. Donc, on peut tomber sur une nouvelle étude scientifique qui a été publiée, un nouveau reportage sur un nouveau traitement, une option de traitement, de nouvelles recherches qui sont faites dans un domaine. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fonction des informations qu'on trouve? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire en tant que patient, proche aidant? Est-ce qu'il y a vraiment des messages clairs qu'on peut tirer de ces informations-là? Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Un quatrième défi, c'est que les recherches doivent souvent être replacées dans leur contexte afin de bien les comprendre. Souvent, on peut trouver une étude fantastique qui est très intéressante, mais est-ce qu'elle s'applique à mon contexte spécifique en tant que patient, en tant que proche aidant qui vit au Québec, en Ontario, dans tel système de santé, et ainsi de suite. Donc souvent, ça devient très difficile pour un membre du grand public de contextualiser les résultats de recherche. Et enfin, évidemment, on vit dans un monde où les médias sont très présents et les médias vont souvent rapporter des nouvelles recherches scientifiques qui sont produites et qui sont très prometteuses, de nouvelles découvertes incroyables et parfois des nouvelles un peu plus tragiques. Donc, les médias vont vraiment mettre l'emphase sur les aspects sensationnels des recherches scientifiques dans le domaine de la santé, mais ce n'est pas toujours nuancé et c'est parfois difficile d'avoir l'heure juste par rapport à ça. Donc, pour les diapos qui suivent, je vais reprendre chacun de ces défis-là un peu plus en détail et vous montrer quelques-unes des solutions, quelques ressources qui peuvent vous aider à surmonter chacun de ces défis. Le premier défi, qui est celui de trop d'informations qui est accessible. Hein, et ça, on l'a vu dans le cadre de plusieurs consultations publiques que nous avons menées au cours des années avec des patients, des proches aidants, des membres du public. Les gens sont souvent très frustrés lorsqu'ils essaient de trouver des informations de santé fiables sur Internet. Évidemment, il y a une multitude de sources d'informations sur la santé qui vont cibler les citoyens, les grands publics, mais ils ont de la difficulté à déterminer quelles sources sont fiables, quelles ressources peuvent être utilisées pour éclairer leurs décisions. Donc, l'une des solutions que nous avons explorées à l'Université McMaster avec, entre autres, le portail sur le vieillissement optimal de McMaster, c'est d'évaluer les contenus d'autres sites web qui offrent de l'information de santé. On évalue ces contenus-là afin de déterminer, par exemple, est-ce que cette information-là est fiable? Est-ce qu'elle est fiable à la lumière des recherches scientifiques disponibles? Est-ce qu'on sait clairement qui a développé cette ressource et comment? Par exemple, est-ce qu'on sait s'il s'agit d'une entreprise pharmaceutique qui essaie de pousser un nouveau traitement, un nouveau médicament, et ainsi de suite? Est-ce que l'information est facile à comprendre et à utiliser aussi? Est-ce que c'est convivial? Et donc, à la lumière de cette évaluation-là, on va développer une cote de qualité qui va être proposée aux gens. Et je vous donne un exemple ici. Par exemple, si vous allez sur le guichet unique, qui est le portail sur le vieillissement optimal, et que vous cherchez des informations, des ressources sur le diabète, eh bien, on vous présente ici un exemple qui est une ressource qui a été développée pour les patients pour connaître leur risque de diabète de type 2. Ça, c'est une ressource qui a été développée par le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. Et vous allez voir une série d'étoiles. On a donné 5 étoiles à cette ressource-là, puisqu'elle était appuyée par les meilleures recherches scientifiques disponibles, parce qu'on savait bien de quelle façon cette ressource-là avait été développée, donc il l'avait fait de façon très transparente et indépendante, et également parce que c'est une ressource qui est très conviviale, qui est dans un format qui est utile, un langage simple et facile à utiliser par les membres du grand public. Donc, à la lumière de ça, vous pouvez voir, donc, on offre la cote de qualité, une courte description de la ressource en tant que telle. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit, comme je disais, d'un calculateur de risque pour en savoir un peu plus sur notre risque de diabète de type 2. Et vous pouvez avoir accès à l'article, à la ressource en tant que telle. Et si vous vous dites, ah, ben ça m'intéresse cette ressource-là, j'aimerais explorer d'autres
ressources sur des thèmes similaires. Vous avez également des ressources au bas de l'écran sur le diabète et les syndromes métaboliques, sur le dépistage précoce des maladies comme le diabète, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une façon qu'on a trouvée, donc ces évaluations de ressources web-là, c'est une façon qu'on a trouvée pour surmonter le défi qui est d'avoir trop d'informations accessibles sur le web et essayer de filtrer pour vous, pour le grand public, quelles sont les ressources qui sont vraiment de grande qualité. Un deuxième défi qu'on a souvent mentionné, c'est qu'il y a un manque de ressources utiles et vraiment pratiques pour prendre des décisions. Les gens, de plus en plus, les patients, les proches aidants, vont demander d'avoir accès à des outils très pratiques. Hein, et la raison est qu'ils vont jouer un rôle de plus en plus important dans la prise de décision sur leurs soins de santé. Donc, c'est un peu fini l'époque où on laissait la décision aux professionnels de la santé strictement. De plus en plus, les patients, les proches aidants jouent un rôle très actif dans le processus décisionnel. On parle même parfois de prise de décision partagée quand il s'agit de prendre des décisions sur nos propres soins de santé. Un autre enjeu dans tout ça, c'est que les professionnels vont souvent offrir un éventail d'options. Par exemple, différentes options de traitement. Par exemple, si vous avez du diabète, si vous avez un cancer, si vous avez d'autres maladies chroniques, eh bien, on ne va pas juste vous proposer une option de traitement, on va souvent vous en proposer une multitude d'options de traitement possibles. Et comme il y a plusieurs options de traitement, eh bien, les patients vont souvent avoir besoin d'informations supplémentaires pour les aider à prendre des décisions sur chacune de ces options-là, pour vraiment déterminer quelle option va les convenir le mieux. Par exemple, ils vont vouloir savoir pour chaque option, est-ce qu'elle convient compte tenu de leur état de santé, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque option, quels sont les effets secondaires, est-ce que ces options-là sont bien alignées avec leurs besoins, leurs préférences, leurs valeurs. Et ça, ils ont besoin comme d'outils pour les aider à réfléchir et à prendre la décision dans ce contexte. Une des solutions qui a été explorée et développée au fil des années, c'est de développer ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Donc, c'est des outils qui ont été élaborés pour aider les patients à faire des choix éclairés, mais aussi à avoir une conversation avec son professionnel de la santé et ses proches aidants. Donc, ces outils d'aide à la décision vont aider le patient à mieux clarifier les choix qui doivent être faits. Et ce, à la lumière des résultats de recherche scientifique, d'autant plus que souvent les résultats ne sont pas toujours concluants. Pas toujours, il y a toujours un certain degré de probabilité d'incertitude pour chaque option de traitement. Donc, les outils de la décision vont permettre d'examiner chaque option à la lumière des valeurs et des préférences des patients. Par exemple, si vous êtes atteint d'un cancer, ou peut-être vous êtes en fin de vie, il y a certains traitements qui peuvent prolonger votre vie sans nécessairement garantir que votre qualité de vie va être améliorée. Donc, à la lumière de ces outils-là, vous pouvez faire un meilleur choix, un choix plus éclairé par rapport aux options de traitement. Et le portail sur le vieillissement optimal de McMaster a justement recensé les outils d'aide à la décision qui sont actuellement disponibles et offre également une cote de qualité de ces outils d'aide à la décision. Donc, je vous donne un exemple ici. Il s'agit ici d'un outil qui a été développé pour aider les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2 à décider s'ils doivent commencer ou non à prendre de l'insuline. Donc, c'est un outil qui va vraiment regarder avec eux les deux options, soit prendre de l'insuline ou ne pas prendre de l'insuline, et donc d'aider le patient à prendre une décision et à s'engager dans une conversation avec son professionnel de la santé. Et comme pour les ressources que je vous ai présentées tout à l'heure, vous avez ici une cote de qualité. Donc, on a évalué cet outil d'aide à la décision du patient pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'un outil qui est appuyé par les meilleures recherches scientifiques,
C'est un outil qui a été développé de façon transparente, indépendante, et également, c'est un outil qui est convivial. Si vous êtes intéressé par cet outil-là, vous avez également un lien direct qui vous dirige vers cet outil. Et si vous êtes intéressé par d'autres thématiques similaires, encore là, vous avez des liens vers d'autres outils, d'autres ressources de cette même nature. Maintenant, revenons au troisième défi que j'avais mentionné un peu plus tôt, le fait que les recherches scientifiques ne sont pas toujours faciles à utiliser pour le grand public. Ce n'est pas toujours clair comment on doit agir en fonction des informations que l'on retrouve. Et tout ça, c'est d'autant plus difficile qu'il y a une quantité industrielle de nouvelles recherches qui sont réalisées et publiées quotidiennement sur une base hebdomadaire, mensuelle. Ce que l'on voit également comme un gros défi, c'est que les informations sont souvent basées sur des études individuelles. Donc, vous pouvez lire un reportage dans un média, dans un journal. On va vous parler d'une nouvelle découverte scientifique, d'une nouvelle étude qui a été publiée. Le problème, c'est qu'on va vraiment regarder strictement une seule étude sans avoir une vue d'ensemble des autres études sur le même sujet qui ont pu être publiées. C'est pour ça que de plus en plus, on va pousser autant les professionnels que les membres du grand public à essayer de consulter ce qu'on appelle des revues systématiques de la littérature. Une revue systématique, en fait, c'est un résumé complet de toutes les études qui ont pu être faites sur un sujet bien précis. Donc, par exemple, si vous posez une question par rapport à un traitement, par rapport à un médicament, eh bien, vous pouvez trouver certaines revues systématiques qui vont analyser toutes les études qui ont pu être publiées sur un traitement précis ou sur un médicament précis. Comme ça, vous pouvez mieux connaître qu'est-ce qu'on sait réellement par rapport à l'efficacité de ce traitement-là, par rapport aux effets secondaires, aux inconvénients, et ainsi de suite. Le seul problème actuellement, par contre, c'est que les revues systématiques qui sont publiées ne sont pas toujours dans un format et dans un langage qui est accessible au grand public. C'est parfois des documents assez longs, assez complexes, très techniques, qui n'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. Donc, une des solutions qu'on a explorées et développées avec le portail sur le vieillissement optimal de McMaster, c'est de développer ce qu'on appelle des résumés des données probantes. Donc, c'est une approche qui vise à faciliter l'utilisation des revues systématiques en les rendant vraiment accessibles dans un format qui est convivial, dans un langage qui est simple. On va également offrir une cote de qualité de chaque revue systématique. Donc, on va pouvoir vous dire, est-ce que cette revue-là, elle a été faite de façon rigoureuse? Et également, on va identifier quels sont les principaux messages sur lesquels les citoyens peuvent agir. Est-ce qu'il y a des choses, des gestes que vous pouvez poser, des choses que vous pouvez faire à la lumière des résultats de cette revue systématique-là? Je vous donne un exemple ici. Ça, c'est un exemple de résumé de données probantes qu'on a produit pour le portail sur le vieillissement optimal de McMaster. Comme je le mentionnais, il y a une cote de qualité. Donc, on a évalué la rigueur scientifique de la revue systématique. Au bas, le titre également ici, c'est un titre qui va vous donner, c'est quoi le message clé de cette revue systématique-là. Dans ce cas-ci, on parle du fait que de combiner des exercices et un régime alimentaire peut avoir des effets modestes sur la réduction des facteurs de risque du diabète de type 2. On va vous donner également accès à un lien direct vers la revue systématique complet. Si vous êtes ambitieux et aventureux, ben, vous pouvez aller consulter le document au complet. Mais au bas, on va également vous donner un résumé vraiment accessible de cette revue systématique-là et des conclusions de cette revue systématique-là. Passons maintenant au quatrième défi que j'ai mentionné tout à l'heure, celui de contextualiser les résultats de recherche. Souvent, les recherches vont répondre que partiellement aux questions qu'on peut avoir. Et surtout, on va se demander, est-ce que ces recherches-là reflètent vraiment mon propre contexte? On peut avoir des études qui ont été publiées dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon, mais est-ce que les résultats vont vraiment s'appliquer à mon contexte, à moi?
Le problème avec les revues systématiques, c'est qu'elles vont vraiment être tellement pointues qu'elles vont parfois même pas tellement toucher les enjeux de contexte. Hein. Elles vont vraiment se pencher sur une question bien, bien précise et être un petit peu décontextualisées. Et comme les citoyens sont intéressés par parfois des sujets très vastes comme le diabète, ils veulent connaître beaucoup de choses beaucoup plus que ce qui peut être offert par une seule revue systématique. Par exemple, ils veulent savoir c'est quoi les expériences d'autres patients, c'est quoi les ressources disponibles, qu'est-ce qui se fait actuellement au pays en la matière. Eh bien, les revues systématiques vont peut-être manquer d'informations intéressantes. C'est pour ça qu'on a essayé de développer un autre type de ressources, un autre type de produit d'information pour le grand public. Il s'agit de billets de blog, en fait, qui sont disponibles en ligne et qui vont permettre de rassembler différents contenus scientifiques sur un sujet et de les mettre en contexte afin de répondre aux questions des citoyens. Donc, un billet de blog va se pencher sur plusieurs questions à la fois, contrairement à une revue systématique. Et parfois, les billets de blog vont offrir autant le point de vue des professionnels que celui des patients et des proches aidants. Donc, ça va se faire dans un style d'écriture un peu plus accessible, un peu plus journalistique ou magazine pour présenter des informations de santé qui sont fondées sur des données probantes. Je vous donne un exemple ici d'un billet de blog qui avait été très populaire à l'époque. Est-ce qu'un régime ou de l'exercice, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour perdre du poids? Donc, il s'agissait d'un billet de blog ici qui se penchait sur ce que l'on sait par rapport à la littérature scientifique sur l'efficacité de faire un régime alimentaire ou de faire de l'exercice, lequel était le plus efficace pour perdre du poids. Donc, comme vous le voyez, autant que possible, dans nos billets de blog, on va mettre en lumière les messages clés par rapport aux connaissances scientifiques. Et ensuite, il y a un court texte qui va décrire et mettre en contexte les connaissances scientifiques sur le sujet de la perte de poids, des régimes, de l'exercice, et ainsi de suite. Et on va essayer d'être toujours transparent. Donc, comme vous le voyez, dans ces billets de blog-là également, on va mettre l'emphase sur qui a écrit le billet de blog, leur expertise, et on va offrir également l'accès à toutes les références qui ont permis d'écrire ce billet de blog-là. Donc, si vous voulez vérifier de l'information, si vous voulez avoir accès à certaines études, vous aurez également accès à toutes ces informations-là. Enfin, le dernier défi que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que parfois les médias peuvent générer un peu de confusion et certaines frustrations. Les médias vont souvent mettre l'accent sur les nouvelles découvertes scientifiques ou parfois sur des tragédies. Ils vont présenter des résultats de recherche scientifique, mais pas toujours de façon très nuancée. Hein. Ils vont miser beaucoup sur le sensationnalisme, et ça, indépendamment de ce que disent les meilleures données probantes disponibles. Et un autre enjeu également, c'est que les médias, parce qu'ils sont toujours à la recherche de nouveautés, vont souvent miser sur des études individuelles. Donc, on va vous parler d'une nouvelle étude qui vient d'être publiée, mais on ne va pas nécessairement parler de revues systématiques qui vont recenser et évaluer toutes les études sur le même sujet. Donc, pour faire face à ce défi-là, on a développé différentes approches. Évidemment, on a développé des activités de formation pour les journalistes et les médias et ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, il y a quand même beaucoup de journalistes et de médias qui se soucient de faire des publications qui sont appuyées par les meilleures données probantes disponibles, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce que nous avons essayé de développer, c'est un service qui utilise les médias sociaux pour commenter l'actualité en temps réel, et ça à la lumière des meilleures données probantes disponibles. Donc, essentiellement, sur une base quotidienne, on va faire un suivi des publications autant canadiennes qu'internationales qui touchent les enjeux de santé et de vieillissement, évidemment, et en utilisant un service qu'on a mis sur pied sur Twitter, et je vous montre également un exemple ici, sur notre compte justement Mac Aging News, on va commenter l'actualité et les manchettes à la lumière des meilleures données probantes disponibles. Donc, par exemple, je donne un exemple,
Dans ce cas-ci, il y avait une étude qui avait été publiée sur l'isolement social, la dépression chez les personnes âgées. Eh bien, on va commenter cette nouvelle-là à la lumière des meilleures données probantes disponibles en mentionnant les conclusions d'une revue systématique sur des interventions permettant d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et particulièrement les enjeux d'isolement social. Donc, quelles sont les interventions les plus efficaces pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes âgées, particulièrement ce qui touche l'isolement. Donc, ce service-là, qui est vraiment intéressant, qui est utilisé par le grand public, mais aussi par certains journalistes, est actuellement disponible seulement en anglais. Hein. Tous les autres services sont disponibles en français. Celui-ci est en anglais seulement. On espère un jour pouvoir le rendre accessible en français. Mais si vous vous intéressez à l'actualité quotidienne en santé et aux données probantes, ça peut être un service qui vous intéresse également. Mais évidemment, il y a peut-être d'autres enjeux que le vieillissement qui vous intéressent et il y a évidemment d'autres sources d'informations qui peuvent vous aider à ce moment-ci. Et je vous donne 3 exemples d'autres sources d'informations qui sont considérées comme des guichets uniques d'informations. Si vous vous intéressez, par exemple, à des enjeux cliniques, hein, des enjeux de santé, vous voulez savoir l'efficacité d'un traitement, d'un médicament, et ainsi de suite, alors là, si vous ne trouvez pas votre information sur le portail sur le vieillissement optimal de McMaster, vous pouvez trouver de l'information sur la bibliothèque Cochrane. On a l'adresse ici, cochrane.org, qui est essentiellement la base de données de la collaboration Cochrane, qui est une organisation internationale qui fait des revues systématiques de très grande qualité sur des interventions de santé. Et ce qui est intéressant avec la bibliothèque Cochrane, c'est qu'ils ont le souci également de développer des résumés accessibles au grand public et dans plusieurs langues. Donc, plusieurs des résumés de revues systématiques Cochrane sont disponibles en français. Donc, vraiment dans un langage simple, accessible. Si vous vous intéressez à des enjeux plus en matière de santé publique, hein, vous vous intéressez à la santé de votre communauté, alors là, vous pouvez vous tourner sur une autre base de données qui est accessible en français, healthevidence.org, qui est maintenue par une équipe à McMaster. Donc là, vous allez trouver également des revues systématiques qui touchent davantage aux enjeux de santé publique. Mais si par exemple vous êtes un citoyen engagé, vous vous intéressez aux enjeux qui touchent le système de santé de façon générale, alors là, je vous recommanderais une autre base de données qui est aussi accessible en français, qui s'appelle Health Systems Evidence, qui va recenser des études scientifiques, des revues systématiques qui touchent à la gouvernance du système de santé, au financement du système de santé et également à la prestation de services dans le système de santé. Donc, en tant que citoyen engagé, ça peut être une source d'information intéressante pour vous pour guider votre prise de décision. Donc, en conclusion, il nous reste quelques minutes, évidemment, qu'on pourra discuter, mais en conclusion, trouver des informations de santé qui sont fiables, hein, qui sont dignes de confiance, c'est vraiment un défi pour tout le monde. C'est pas juste un défi pour les membres du grand public, mais aussi pour les professionnels, des gens hyper qualifiés qui travaillent dans le domaine de la santé. C'est un défi pour eux également. C'est pour ça ce que l'on propose et qu'on suggère, évidemment, c'est de se tourner vers le guichet unique d'information. On vous a donné l'exemple du portail sur le vieillissement optimal de McMaster, mais il y a d'autres guichets uniques qui sont également pertinents et qui ont été vraiment conçus pour faciliter la recherche et l'utilisation de données probantes de grande qualité. Et ultimement, ces données probantes-là, on espère qu'elles pourront être non seulement trouvées, mais utilisées, et qu'elles permettront également de mieux vous outiller à prendre des décisions autant sur votre santé, hein, gérer vos problèmes de santé chronique, vous assurer que vous demeurez en santé le plus longtemps possible, mais aussi s'assurer de la santé de notre communauté. Hein. Si on a des questions de santé publique, mais aussi d'avoir un système de santé de qualité et efficace. Donc, on espère que vraiment l'accès à ces guichets uniques-là vous permettra de vous outiller pour prendre des décisions à tous ces niveaux.
Donc voilà, c'était mon petit webinaire pour aujourd'hui pour vous présenter de l'information, comment trouver et utiliser des informations de santé de qualité. Si vous avez des questions, je vous invite à vous tourner vers la petite boîte de clavardage qui se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. D'ici là, je vous remercie. Dans quelques instants après le webinaire, vous allez recevoir un petit courriel avec un lien vers un questionnaire d'évaluation et on vous remercie de prendre le temps de le compléter. Ça va être très utile pour nous. On développe toujours des activités accessibles au grand public et on veut évidemment les améliorer. Donc, tous vos commentaires seront évidemment très utiles pour nous. Si vous avez plus d'informations sur notre équipe au McMaster Health Forum, je vous invite à visiter notre site web www.mcmasterforum.org. Si vous êtes intéressé au portail que je vous ai présenté, le portail sur le vieillissement optimal de McMaster, vous avez le lien également www.mcmastervieillissementoptimal.org. Ce webinaire-là sera offert de nouveau, mais cette fois-ci en anglais, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, mercredi le 23 mai, de midi à 13 heures. Donc, en anglais cette fois-ci. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire de nouveau à ce webinaire en utilisant le lien d'inscription. Et évidemment, il y aura un enregistrement qui sera également offert sur le site web du McMaster Health Forum si jamais vous avez l'intérêt et vous êtes aventuré et vous voulez écouter de nouveau ce webinaire-là, il y aura un enregistrement qui sera accessible. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions? Donc, je ne vois pas de questions. Je reste en ligne quelques instants. Si jamais il y a des gens qui sont un peu plus timides et préfèrent poser leurs questions devant un public moins large. Donc, je vais rester en ligne quelques instants. Mais d'ici là, je tiens à vous remercier. Vraiment, c'est très gentil de votre part d'avoir participé à cet événement. Restez à l'affût. On a souvent des activités de la sorte pour offrir de l'information, de la formation au grand public. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez aller sur le site du McMaster Forum donc pour obtenir de l'information. Nous avons des activités autant en anglais qu'en français. Donc, ça nous fera un plaisir de vous voir de nouveau. Oui, je crois, Maureen, vous avez demandé par rapport à comment joindre le grand public avec ces informations précieuses-là. C'est vraiment une bonne question et actuellement, justement, on réfléchit plus spécifiquement à rendre accessible à un large public l'accès au portail sur le vieillissement optimal de McMaster parce que il ne suffit pas de créer ce guichet unique-là, il faut que les gens puissent le connaître pour l'utiliser. Actuellement, nos stratégies ont beaucoup misé sur les médias sociaux, donc Twitter, Facebook, beaucoup de messages publicitaires sur les réseaux sociaux pour le faire connaître. Là, on va essayer de tester probablement au cours des prochaines semaines d'autres stratégies papier cette fois-ci, en envoyant à des échantillons d'utilisateurs potentiels une petite carte postale avec de l'information pour faire connaître le portail. Sinon, d'autres stratégies qu'on a utilisées jusqu'à présent, c'est beaucoup au niveau scientifique, donc des conférences publiques, des ateliers qui sont parfois organisés. Mais c'est pas facile. On a quand même un public qui s'élargit d'année en année. Mais évidemment, on aimerait ça, évidemment, se trouver des stratégies les plus efficaces pour rejoindre le plus grand nombre de gens. Oui, Maureen, vous suggérez justement d'utiliser les professionnels, les cliniciens pour distribuer des renseignements. Si vous êtes intéressé, vous pouvez peut-être m'écrire. On a développé des outils, du matériel d'information qui peut être utilisé par les cliniciens et peut être partagé par les cliniciens. Donc, sur le site, le portail, il y a certaines brochures, certains posters qui peuvent être utilisés par les cliniciens pour faire connaître l'existence du portail sur le vieillissement optimal. Donc, ça, c'est quelque chose que, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire et je pourrais vous faire parvenir ce matériel-là. Alors voilà, je crois avoir répondu aux dernières questions que j'avais. Donc, je vous remercie beaucoup
Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse courriel est accessible sur le site web du mcmasterforum.org. Mon nom est François-Pierre Gauvin. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ces informations avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.